Voix d'université, le podcast de France Université. 3, 2, 1, 0. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Voix d'université. Vous écoutez notre second épisode hors série de l'été, un format court conçu pour décrypter les grands dossiers politiques et structurels qui agitent le monde académique. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui, chaque année, fait couler beaucoup d'encre, le désormais célèbre classement de Shanghai, ce palmarès qui recense les 1000 meilleures universités au monde. Ce classement est-il fiable? Quels critères sont pris en compte? La France parvient-elle à se démarquer? C'est ce que nous allons tenter de comprendre. Le classement de Shanghai a été créé en 2003 par l'université Jiao Tong, initialement pour mesurer la performance des universités chinoises par rapport aux géants américains. 20 ans plus tard, ce qui n'était qu'un simple outil d'évaluation interne est devenu l'un des baromètres mondiaux de l'enseignement supérieur. Chaque été, ce palmarès passe au crible les établissements selon des critères ultra sélectifs, le nombre de prix Nobel ou de médailles Fields parmi les anciens élèves et les enseignants-chercheurs, ou encore le volume de publications dans les revues scientifiques les plus prestigieuses. Pour les universités françaises, il est devenu un rendez-vous incontournable du mois d'août, un mélange de fierté nationale et de critiques sur les biais du système. Pour tout comprendre sur ce classement, ses avantages et ses limites, j'ai le plaisir de recevoir Édouard Kaminski. Bonjour. Bonjour. Édouard Kaminski, vous êtes le président de l'université Paris-Cité, 4e établissement français dans ce classement. En 2025, vous occupez également la 19e place européenne et la 60e place mondiale. Ces excellents résultats, que disent-ils de votre établissement ? Alors pour une université aussi jeune que l'université Paris-Cité, puisque nous avons été créés en 2020, la première chose que dit ce classement, c'est que quelque part, une promesse a été tenue, celle de faire émerger une grande université de recherche. Donc pour cela, nous avons fusionné 2 établissements, l'ancienne université Paris-Descartes et l'ancienne université Paris-Diderot, qui ont regroupé leurs forces en recherche. Nous nous sommes fortement rapprochés des organismes de recherche, notamment le CNRS, l'INSERM, l'INRIA. Nous avons intégré l'Institut de physique du globe de Paris, qui est un des fleurons en géosciences, et puis nous nous sommes rapprochés de l'Institut Pasteur, qui a apporté sa contribution très puissante en recherche fondamentale. Donc finalement, ces performances au classement de Shanghai, ça montre que nous avons réussi à constituer un écosystème de recherche au meilleur niveau international, et ça met en valeur la contribution, notamment dans le secteur de la recherche médicale, des sciences expérimentales et des sciences fondamentales, où notre établissement est très bien positionné dans ce qu'on appelle aussi le classement thématique de Shanghai. Ce classement était d'abord un outil d'évaluation interne des universités chinoises. Comment expliquez-vous qu'il fasse aujourd'hui les gros titres, qu'il occupe autant de place dans le débat public ? La place singulière de Shanghai est liée, de mon point de vue, à des raisons historiques et à des raisons systémiques. Alors, les raisons historiques, c'est parce que finalement, c'est le premier classement qui arrive à toucher à la fois les universités, parce que bien sûr on parle de performance en recherche, et c'est au cœur de notre métier, mais également le grand public, en trouvant finalement, grâce à l'affichage des prix Nobel par exemple, quelque chose qui va être compréhensible par le plus grand nombre. Le deuxième élément, c'est que c'est un classement qui correspond à un électrochoc. Pour la première fois, il y a une prise de conscience au niveau des pouvoirs publics français que nos universités sont dans une compétition mondiale et donc que le pays est dans une compétition mondiale pour l'enseignement supérieur et la recherche et qu'il est nécessaire de développer des politiques publiques pour améliorer les performances du pays. Et finalement, ce classement de Shanghai va devenir une sorte de thermomètre de l'efficacité des politiques publiques en soutien, on va dire, aux grandes universités de recherche, parce que c'est avant tout ce que met en avant le classement de Shanghai. Ce sont des universités qui correspondent au modèle mondial d'université de recherche dite intensive. Ce classement peut-il encore être un indicateur crédible de la qualité globale d'une université quand il occulte certains domaines de recherche, par exemple le numérique, les sciences humaines et sociales, mais aussi la plupart des autres missions des universités, comme la formation, la vie étudiante, la diffusion de la culture, par exemple? Alors, ce qui est paradoxal avec le classement de Shanghai, c'est un classement qu'on adore détester et qu'on déteste adorer. Alors, pourquoi on adore le classement de Shanghai ? Parce que quelque part, il mesure la performance en recherche. Et nos universités mettent en avant la formation par la recherche. Donc c'est normal que le classement de Shanghai soit finalement un révélateur de la qualité d'une université. Mais la qualité d'une université, vous avez raison, va bien au-delà de la performance en recherche, surtout quand cette performance en recherche est mesurée de façon biaisée à la fois sur quelques disciplines et puis également sur quelques
critères certes très symboliques comme les prix Nobel, mais qui disent peu de choses sur la grande masse de chercheurs et d'étudiants formés. Donc c'est pour ça aussi qu'on déteste un peu ce classement de Shanghai. Mais finalement, en creux, l'intérêt du classement de Shanghai, c'est qu'il permet de mettre en avant les universités et de faire réfléchir sur ce qu'est une université au-delà de sa compétence purement en recherche, quelles sont les contributions des sciences humaines et sociales sur les projets de société, quelle est la valeur de l'insertion professionnelle, de la qualité de l'expérience étudiante. Tous ces paramètres-là ne sont pas mesurés par le classement de Shanghai, mais le classement de Shanghai permet quand même d'en parler en raison de leur absence, puisqu'on va mettre en avant les biais du classement et ses manques, et c'est une façon aussi de parler plus globalement du projet que représentent les universités depuis la formation du plus grand nombre jusqu'à des contributions d'élite en recherche. C'est tout ça, une université, c'est un paysage en lui-même. Et les universités françaises affichent d'ailleurs de très bons résultats à ce classement, puisqu'en 2025, 27 établissements étaient classés, dont 4 dans le top 100 et 8 dans le top 200. C'est 50% de plus qu'en 2003. Un succès en partie dû au regroupement d'établissements, et vous pourrez peut-être en parler. Que disent ces résultats de nos universités et de la santé de notre recherche au niveau national ? Je pense que la première chose dont témoigne ce classement de Shanghai, c'est la capacité qu'a eu l'État français de déclencher des politiques publiques pour faire émerger un certain nombre d'universités de classe mondiale. C'est ce qui a été notamment poussé par les initiatives d'excellence, IDEX et ICIT, qui, comme vous l'expliquez, ont accompagné des regroupements d'établissements, des rapprochements entre universités et grandes écoles, des rapprochements entre universités et organismes de recherche, pour développer des stratégies qui, par définition, parce qu'elles ont bénéficié de soutien financier explicite, notamment à travers France 2030, ont permis d'élever le niveau de production, ont permis également d'augmenter l'impact. Mais le deuxième enseignement de cette trajectoire, c'est que, pour filer la métaphore cycliste, lorsqu'on arrive au col, ensuite il y a la descente. Si les politiques publiques et les financements qui ont amené nos universités à ce niveau de performance s'épuisent, s'il n'y a pas de renouvellement profond de France 2030 par exemple, eh bien mécaniquement, nos universités auront une activité moins fournie, des performances moins importantes, et on baissera au niveau de ce classement mondial, Shanghai ou d'autres. Et puisque vous évoquez rapidement les autres classements, il y a par exemple ceux de Times Higher Education ou le rapport de l'Observatoire des sciences et techniques qui rappelle que de nombreux défis restent à relever dans le domaine de la recherche, notamment en termes de financement. La France recule globalement au classement mondial des publications scientifiques. Qu'est-ce qu'on peut penser de ce paradoxe ? Alors les études de l'OST aujourd'hui montrent bien que la Chine est en train de prendre la première place mondiale devant même les États-Unis. C'est une évolution avant tout au niveau du volume des publications, et c'est vrai que la France est un pays de taille modeste et ne peut pas se retrouver avec une production scientifique aussi importante que celle des États-Unis, de la Chine ou demain de l'Inde. Donc il y a une vraie menace qui pèse sur la France, et sur le moyen terme, il est important non seulement que la France maintienne un volume de publications, mais surtout développe des publications à fort impact. Ça veut dire que ça implique de développer en France des recherches fondamentales toujours à la pointe du progrès, développer des expertises très fortes, c'est-à-dire remplacer la quantité par la qualité, parce que ce n'est que par la qualité de sa recherche que la France pourra garder une place dans le concert des nations. Une fois de plus, le sujet aujourd'hui, c'est la compétition entre l'Europe et les grands ensembles comme la Chine, le Brésil et demain l'Afrique. Et dans ce concert-là, il faut qu'il y ait une voix originale de la France, avec un soutien aux techniques les plus performantes, et finalement aussi avec cette idée que la France, par la singularité de son modèle, notamment avec le rôle des organismes de recherche et des universités qui emploient des fonctionnaires, peut se permettre de travailler sur un temps plus long, de prendre plus de risques en recherche, et ça je crois que c'est un atout qu'il faut préserver pour demain conserver notre place dans ces classements internationaux. Et justement, selon vous, est-ce qu'un président ou une présidente d'université doit impérativement chercher à progresser dans ces classements internationaux ? Est-ce que ça a un impact réel sur l'attractivité de l'établissement, ou est-ce que ça se fait au détriment d'autres missions de l'université ? Une université, par vocation, doit être performante. Elle doit être performante pour la recherche, elle doit être performante pour la formation. Les classements internationaux permettent d'évaluer cette valeur de la recherche qui est menée dans les universités. Et de mon point de vue, c'est aujourd'hui quelque chose qui est bien perçu par le grand public, et en ayant des bonnes performances dans les classements internationaux, on contribue à construire une image positive
des universités. On contribue à montrer que les universités sont un outil pour le pays, un outil de rayonnement, un outil d'attractivité. Donc de mon point de vue, quand on travaille sur les classements internationaux, on travaille plus pour la France en général que pour notre propre université. Par ailleurs, nos communautés sont profondément réticentes à l'idée de se positionner dans un monde compétitif, de considérer l'enseignement supérieur et la recherche comme un marché. Donc elles sont extrêmement attachées à l'ensemble des missions de l'université, former le plus grand nombre, amener les étudiants vers la réussite, vers l'insertion professionnelle, permettre avec la formation tout au long de la vie de conserver des compétences adaptées au progrès technologique par exemple. Donc c'est cet équilibre-là qu'on doit en tant que président préserver, travailler sur les classements internationaux parce que c'est une image de l'enseignement supérieur et de la recherche qui est positive et qu'il faut continuer à défendre, sans oublier l'ensemble de nos valeurs, l'ensemble de nos missions qui sont vraiment le socle de notre communauté et qui sont extrêmement importantes. Édouard Kaminski, merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir partagé avec nous vos éclairages sans détour sur ce classement de Shanghai, ce qu'il dit de nos universités, de notre recherche et de la place de la France dans le concert des nations. Je vous remercie. C'est ainsi que s'achève ce deuxième hors-série et avec lui la première saison de Voix d'université. Merci de nous avoir soutenus et suivis, plus nombreuses et nombreux chaque mois. On espère que vous avez aimé découvrir l'université sous toutes ses coutures, mais aussi depuis les coulisses. Merci aussi à tous nos invités d'avoir partagé leur expertise et leurs témoignages, parfois touchants, parfois éclairants et toujours inspirants. Je vous donne rendez-vous dès la rentrée de septembre pour une saison 2 qui s'annonce mémorable, pleine de nouveautés et avec des invités toujours aussi exceptionnels. Passez un bel été et à très vite.